8h36, l'heure de la revue de presse. Il arrive tôt le matin à Europe 1 avec sa casquette et les journaux sous le bras. La revue de presse de Samuel Etienne. Ça va, Samuel? Bonjour, je vais l'enlever ma casquette là maintenant. Il est un peu plus tard. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et après, il y a quoi? Que va-t-il se passer? Voilà la question que pourrait résumer l'actualité vue par vos journaux ce matin. Tenez, après les sanctions contre Poutine, que va-t-il se passer? Vous verrez que certains sont très très inquiets ce matin. Après le dernier revers de François Hollande, la censure du Conseil constitutionnel, bien sûr, que va-t-il se passer? Bon, là, pas trop de débat. Tous vos journaux s'accordent à dire que pour le chef de l'État, c'est pas une très très bonne passe. Que va-t-il se passer? Même question à propos du championnat de Ligue 1 qui reprend ce soir. Là, pareil, pas trop de suspense. Le foot en France, c'est devenu un sport à la fin. C'est toujours le PSG qui gagne. Et puis un dernier, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer après la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? Je vous raconterai tout à l'heure 2-3 trucs qui vous donneront des frissons. Et pour commencer, ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle, Samuel. Ouais, la Troisième Guerre mondiale, c'est peut-être pour 2014. Alors désolé de vous annoncer ça de si bon matin, surtout à la veille du week-end. On encaisse. Oui, c'est le site d'information Atlantico, en fait, qui vous l'annonce, cette très mauvaise nouvelle. Atlantico saisit d'effroi à la lecture d'un édito du New York Times qui estime que les tensions qui agitent l'Ukraine, la guerre syrienne, les conflits territoriaux dans l'est de la mer de Chine sont autant d'éléments qui pourraient déclencher à très court terme, en 2014 donc, une troisième guerre mondiale. Et là, fidèles auditeurs d'Europe 1 que vous êtes, vous repensez à ces informations dans nos journaux ce matin, l'annonce par le Hamas de la fin du cessez-le-feu avec Israël, la menace de frappes américaines contre les djihadistes en Irak, et vous vous dites que cet éditorialiste du New York Times serait bien foutu d'avoir raison, pardon pour le langage, mais il y a quand même de quoi flipper. Oui, regain de tension internationale en effet, et notamment entre la Russie et l'Occident, Samuel. Oui, quasiment tous vos journaux reviennent sur l'embargo décidé par Moscou sur les importations agricoles et agroalimentaires, et soudainement, ce conflit, pourtant à nos portes, en Ukraine, mais qu'on continuait à considérer lointain, eh bien le voilà qui se rapproche, devient subitement très 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 concret. Libération constate que la filière agricole française accuse le coup. Les Échos ont fait les comptes. Les exportations alimentaires françaises en Russie dépassent 1 milliard d'euros. Plus de 100 millions rien qu'en viande, plus de 100 millions encore en lait et en fromage, plus de 20 millions rien que pour nos pommes. Mais la guerre des pommes, elle ne se joue pas contre la France et Moscou. Le Parisien aujourd'hui en France constate qu'elle fait rage surtout entre la Pologne et la Russie, car la Pologne est un très gros producteur de pommes et que la moitié de la production, eh bien normalement, elle part en Russie. Du coup, un journaliste polonais a lancé sur Internet une campagne baptisée Manger des pommes, un journaliste qui pourtant n'a rien de chiracien. Et depuis, eh bien les Polonais mangent des pommes à tout va pour éponger la production locale et faire montre de patriotisme face aux pressions russes. Voilà, après le plombier, c'est le pommier polonais. On revient en France avec le dernier revers de François Hollande. Très bon jeu de mots, si je peux me permettre. 8h39, on fait ce qu'on peut. La censure, oui, par le Conseil constitutionnel du volet social du pacte de responsabilité, en bon français, du geste en faveur des ménages les plus modestes. Et pendant que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale, que fait Hollande? Eh bien, des pâtés de sable, c'est en tout cas ainsi que le Croc Libération allait voir ce matin en sa une. Un râteau dans une main, un seau dans l'autre, une bouée autour de la taille, sans doute dans l'espoir de surnager dans l'océan de ses soucis. Pour Libé, plombé par une politique économique sans résultat, le président en est réduit donc à échafauder d'hypothétiques scénarios de sortie de crise, de pauvres châteaux de sable, selon le journal. Hollande accuse le coup donc en maillot de bain en une de Libération, mais ça n'est rien à côté de la photo qu'a choisi le quotidien régional La Marseillaise pour illustrer ce titre « Hollande, un été qui fait mal ». Allez la voir, cette photo, si vous pouvez, sur Internet. Dans la grimace du président, il y a tous les malheurs du monde. On dirait Sisyphe poussant son rocher. Il faut imaginer Sisyphe heureux, a écrit Camus. Je peux vous assurer que notre Hollande Sisyphe, lui, il n'a pas l'air à la fête. Sinon, Dieu que j'aurais aimé vous citer l'éditorial d'Yves Tréhard dans le Figaro, mais oui, vous l'avez déjà reçu. Il était à votre place il y a quelques minutes. Exactement, à 7h55. Alors je me console avec la suite d'Hollande s'en va. C'est le feuilleton de fiction politique du Figaro dont je vous ai déjà parlé. Le Figaro qui se fait bien plaisir en imaginant la scène d'une démission tonitruante d'Arnaud Montebourg en direct dans le 20h de Claire Chazal. Céline, je vous propose de jouer la scène imaginée par le Figaro. Vous faites Chazal et moi je fais Montebourg. Allez, c'est vous qui commencez. Monsieur le ministre, je vous sens énervé. Cela veut dire que vous pourriez démissionner ? Madame Chazal, oui. Quand donc ? Devant vous.
ce soir. Là, maintenant? Là maintenant, tout de suite, à la seconde où je vous parle, je ne suis plus ministre. Et vous avez prévenu François Hollande? Et là, le Figaro fait prendre au ministre un air faussement étonné. C'est pas un très bon acteur, Arnaud Montebourg. Et il répond « François qui ? François qui ?» Le Figaro fait jouer à Montebourg le plus grand dédain vis-à-vis du chef de l'État. 2 enseignements à ce dialogue imaginaire. Le Figaro n'est décidément pas un des soutiens les plus fervents du président. Et Céline joue très bien Claire Chazal. D'accord pour la double analyse. Allez, un autre jeu maintenant, le championnat de foot qui reprend ce soir. Le foot, bien sûr, premier match de la saison, un Reims-PSG, qu'il est mignon, cet édito du Parisien qui fait mine de croire à un quelconque suspense. Allez, je le cite juste pour le plaisir, une 3e couronne consécutive pour Paris? La réponse est incertaine, il y aura du suspense et des beaux matchs. Bon, pour les beaux matchs, je dis pas, mais pour l'incertitude, sérieusement, dans le même Parisien, les entraîneurs des autres équipes eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a aucun suspense. Le journal a interrogé ses lecteurs par internet. À 87%, ils pensent pareil. C'est le PSG qui va gagner. Quant au journal L'Équipe, ce sont les joueurs de Ligue 1 qui l'a sondé. Le résultat est quasi le même pour 85% d'entre eux. À la fin, c'est encore le PSG qui gagne. L'Équipe qui a fabriqué une belle une d'ailleurs pour célébrer cette reprise du championnat avec de sympathiques figures de baby-foot. C'est plutôt sympa. En lieu et place des équipes engagées, on conviendra tout de même que les enjeux sont bien supérieurs à ceux d'une partie de baby qui se résume en général à une tournée de panaché ou de cacolac. D'ailleurs, je me suis amusé à un petit calcul ce matin grâce au tableau des budgets de Ligue 1 présenté par le Parisien. Le budget du PSG, écoutez bien, c'est l'addition de ceux, attention c'est un petit peu long, Bordeaux, Rennes, Nice, Montpellier, Lens, Toulouse, Nantes, Reims, Guingamp, Metz, Évian, Lorient, Bastia et Caen, soit 14 équipes sur les 20 que compte le championnat. Sur un match, je dis pas, mais sur une saison, je vois pas très bien où est le suspense. Ah oui, il faut mettre les 14 équipes pour avoir le budget du PSG. Du Parisien. Pas mal. Avant de se quitter, Samuel, une histoire de faux départ. C'est VSD qui se penche cette semaine sur ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Ces millions de personnes à travers le monde qui ont vécu une mort clinique avant d'en revenir et de témoigner de choses étranges, vous savez, l'entrée dans un tunnel de lumière, la rencontre avec des défunts, des proches parfois qui leur donnent le choix d'aller plus loin ou bien de revenir à la vie. Et VSD rapporte le témoignage d'un neurochirurgien américain qui a toujours considéré ces témoignages comme de purs fantasmes. Et puis un jour, après une méningite, il se retrouve lui-même en état de mort clinique. Alors qu'on est sur le point de le débrancher, il revient subitement à la vie et parle à son tour d'un voyage guidé par une jeune inconnue. Un peu plus tard, cet inconnu, il l'a identifié en découvrant la photo d'une sœur décédée dont il ignorait l'existence. Allez lire ce dossier de VSD, je vous garantis quelques frissons. Et au bout du tunnel, la lumière, la revue de presse de Samuel Etienne. Merci Samuel, bon week-end.